Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle tribune du Vaucluse. Je serai entouré pour cette émission de Dominique Ribas et Henri Faucon. Le développement économique du Vaucluse est un élément clé pour réduire le chômage de ce département classé parmi les plus pauvres de France. Dans le nouveau découpage territorial, cette mission de développement est confiée à la région PACA. Néanmoins, pour conserver un outil de proximité, le conseil départemental a mutualisé les moyens de Vaucluse Développement et de l'agence de développement touristique en créant, par fusion de ces deux entités, au 1er janvier de cette année, Vaucluse Provence Attractivité. Ce soir, nous recevons Cathy Fermagnan, directrice générale de cette nouvelle agence. Elle répondra à nos questions sur le rôle de cette agence, ses moyens, ses relations avec les acteurs économiques, la région PACA, la CCI, la préfecture, mais aussi ses actions futures, ses projets, les atouts du Vaucluse et les perspectives de développement dans notre département. Cathy Fermagnan, vous avez 46 ans, native d'Avignon, c'est au lycée Aubanel que vous avez fait vos études secondaires. Après un DUT en technique de commercialisation, vous avez obtenu une maîtrise en sciences de gestion à l'Institut de l'entreprise de l'Université de Montpellier. Vous avez complété votre formation supérieure par un DESS de marketing des services à l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence. Armé de tous ces diplômes, vous avez tenu différents postes de direction dans le Vaucluse, toujours orienté vers le développement de l'emploi et le soutien à la création d'entreprises. Depuis le 1er janvier, vous êtes directrice générale de Vaucluse Provence Attractivité. Cathy Fermagnan, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, une première question va vous être posée par Dominique Ribas concernant l'actualité. Bon, l'actualité, le salon de l'agriculture est terminé depuis 2 semaines. Quelles sont les retombées pour notre département, encore fortement agricole, pour le matériel agricole fabriqué dans le Vaucluse, pour l'agriculture, pour les vignobles et puis pour autre chose peut-être? Eh bien, le salon de l'agriculture, je pense que c'est avant tout une formidable vitrine pour la mise en valeur des produits du terroir et des magnifiques productions emblématiques de notre département. Je pense que c'est un salon quand même très tourné grand public, près de 620 000 visiteurs cette année. Le département de Vaucluse y était bien sûr présent, aux côtés des acteurs régionaux, du conseil régional, de la chambre d'agriculture et de nombreux agriculteurs qui ont ainsi pu faire la promotion de leurs produits. Après, nous faisons aussi, durant l'année, des événements plus tournés vers les professionnels, sur par exemple les équipements agricoles tels que le CFIA, qui sont par exemple beaucoup plus tournés sur le professionnel, les machines, les équipements, etc. Le salon de l'agriculture, pour moi, reste vraiment un événement grand public. Bien, merci. Cathy Fermagnan, je suppose que quand on prend les responsabilités que vous venez de prendre, on fait un petit peu un état des lieux. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'état des lieux du Vaucluse actuellement ? Alors oui, le Vaucluse, c'est un département sur lequel il est quand même très intéressant de travailler et très intéressant d'être à la tête d'une agence de l'attractivité, puisque c'est un territoire qui dispose de nombreux atouts. Il jouit quand même d'une localisation, alors dans notre métier on appelle ça géostratégique, très intéressante. C'est sa première attractivité. Pour moi, en tout cas, c'est un atout qui est très transversal et qui s'applique à de très nombreuses filières. Finalement, une entreprise qui fait le choix de s'implanter dans ce département, elle va choisir un positionnement géographique très favorable. Et puis, de surcroît, ce département offre une accessibilité remarquable au marché des entreprises. Que l'on soit d'ailleurs sur un marché professionnel ou grand public, le Vaucluse, c'est 9 millions d'habitants à moins de 2 heures de route. Donc finalement, il y a assez peu de départements qui peuvent se prévaloir d'une telle accessibilité. Donc très gros atout. Et de surcroît, un département également irrigué par des infrastructures de transport qui sont quand même remarquables. Les accès autoroutiers, le fleuve, le TGV, atout aussi très important pour nous de pouvoir être reliés à Paris, Bruxelles, Barcelone par des trains directs. Et puis la proximité des aéroports internationaux. En dehors de cet atout géographique, quels sont les autres atouts du Vaucluse ? Oui, tout à fait, ce n'est pas le seul atout. C'est un département aussi où nous avons des écosystèmes, on parle un petit peu comme ça dans notre milieu, de filières qui sont très performants.
Par exemple, quand on regarde la filière agroalimentaire, qui est la première filière industrielle de ce département. Ça représente quelle part de l'activité? Pour nous, c'est plus de 20% de projets implantés qui sont dans ce secteur-là. Et c'est un environnement qui est remarquable, avec la présence d'acteurs liés à l'innovation, un pôle de compétitivité, un centre INRA, un centre technique CTCPA, la FRIA, le CRIT, des grands donneurs d'ordre, des PME dynamiques. Donc, la tout FRIA, ça, c'est... La FRIA, la Fédération régionale des industries agroalimentaires. Oui, je parle en sigle, pardonnez-moi. C'est pas toujours facile. Et ces écosystèmes-là, on peut aussi retrouver dans le secteur, par exemple, autour de l'aéronautique, où on est en train de monter des opérations très intéressantes en partenariat avec la région, la Chambre de commerce et le Grand Avignon sur ce technoparc Pégase, qui est aujourd'hui un beau succès. Donc voilà, on a une localisation très intéressante, des filières qui sont assez bien structurées avec des sites aujourd'hui qui permettent aux entreprises de se développer. On a une qualité de vie remarquable. Venir s'implanter ou venir visiter ce département, on en reparlera certainement par la suite, mais on est au cœur de la Provence et c'est aussi quand même un bel atout. Alors en revanche, quand vous me parlez état des lieux... Et les faiblesses, justement. Voilà, j'allais y venir. C'est les côtés positifs, mais ça c'est mon côté développeur, hein, je vois plutôt les choses de manière positive, c'est normal. Les faiblesses. Alors, première faiblesse, moi, que je souhaite évoquer, c'est une pénurie de foncier à caractère économique, notamment pour des activités tournées vers l'industrie, la logistique. Voilà, je ne parle pas de sites tertiaires, puisqu'aujourd'hui, on a, par exemple, le technoparc Pégase, où on a encore le technopole, Agroparc, où on a encore des superficies foncières. Mais par contre, vous savez, ne serait-ce que chercher 1 hectare, hein, je ne parle pas forcément de 10 ou 20 hectares, mais 1 hectare pour implanter une petite activité industrielle, c'est aujourd'hui, sur une bonne partie du territoire, très compliqué. Et ça, c'est un frein. C'est la partie autour de l'axe, on va dire nord-sud, mais si on s'éloigne vers l'est du département, par exemple, c'est la même problématique? Sur une bonne partie du territoire, oui. Nous avons cette problématique-là. Donc c'est quand même aujourd'hui un frein énorme au développement économique de notre territoire. Et pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas d'axe routier, c'est le problème? Non, c'est pas lié forcément aux axes routiers. Je pense que c'est plus lié, si vous voulez, à des problématiques aussi naturelles. On est quand même un territoire qui a été beaucoup impacté par les PPRI, les plans de prévention de risques et inondations. Oui. Donc, qui ont remis en cause des projets, qui demandent aussi aux collectivités de revoir leurs copies, de pouvoir développer les choses différemment. Et puis aujourd'hui, sortir un parc d'activités, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut modifier un PLU, il faut mener de nombreuses études, faune-flore, des études d'impact, et ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'on est arrivé à une saturation de nos espaces fonciers et on a grand besoin de développer de nouveaux projets. Mais heureusement, nous avons de nombreux projets dans les cartons, développés par de nombreuses intercommunalités. Donc j'espère que lors de ces prochaines années, nous aurons... Donc c'est la principale des faiblesses Pour moi, dans mon métier, oui. Et en termes de ressources, en termes de main-d'œuvre, si vous voulez, de main-d'œuvre qualifiée, bon, j'imagine qu'effectivement, c'est plus facile d'attirer des ingénieurs vers le sud que vers le nord-est. Bon, mais vous estimez que nous avons suffisamment de ressources sur le département? Oui, on travaille beaucoup en lien avec les organismes de formation. On a la chance d'avoir une pépite, c'est l'Université d'Avignon sur ce territoire également. Le personnel d'encadrement, vous le disiez, bien évidemment, souvent, il se déplace. Et après, il y a un très bon travail qui est effectué aussi sur le terrain avec les acteurs de l'emploi pour aider les entreprises à trouver de la main-d'œuvre dont elles ont besoin pour démarrer leurs projets. D'accord. Dominique Ribas. Oui, et vous pensez dans cet environnement qui est quand même un petit peu complexe, en quoi Vaucluse Provence Attractivité répond à cette... Alors, Vaucluse Provence Attractivité, peut-être quelques mots. Oui, bien sûr, l'agence départementale de l'attractivité qui a donc été créée en début d'année par le département de Vaucluse, qui est donc issue de la fusion de 2 anciennes agences de développement, l'agence de développement économique et l'agence de développement touristique. Et l'objet, si vous voulez, en créant cette nouvelle agence, a été de créer donc une agence qui puisse travailler sur l'attractivité dans toutes ses dimensions et qui donc a pour mission d'attirer à la fois des touristes, des talents, des investisseurs. Donc de créer des synergies entre l'économie et le tourisme. Parfaitement.
Tout à fait. Et vous avez des objectifs là-dessus, je suppose? Oui, bien sûr. Donc là, l'agence a été créée en début d'année. L'année 2017, c'est quand même une année de mise en place et de montée en puissance progressive. Mais bien évidemment, nous mettons en place des synergies et des passerelles entre l'économie et le tourisme. Alors le tourisme, c'est quand même une filière économique à part entière, surtout dans ce département. Donc aujourd'hui, le tourisme, c'est aussi une filière que nous travaillons comme une filière pour pouvoir implanter de l'activité. Par exemple, de l'hébergement, des activités de loisirs. Donc nous allons aujourd'hui sur des événements professionnels pour promouvoir nos destinations, pour attirer des investisseurs dans le secteur touristique. Autre exemple, si vous permettez, Allez-y. nous travaillons également sur le tourisme d'affaires, ce que l'on appelle dans le jargon le MICE. Là aussi, où on a finalement un très bon mariage entre le développement économique et le développement touristique. Comment est organisée la structure et les services de Vaucluse Provence Attractivité? Alors, nous sommes une équipe aujourd'hui, donc réunion des deux agences, c'est 27 personnes, et nous sommes répartis principalement dans 4 pôles. Donc, un pôle ingénierie et territoire, donc lui qui va avoir pour objet toute la partie observation du territoire, puisqu'il y a un travail aussi important qui est mené notamment sur l'observation des clientèles touristiques. Également un travail en lien étroit avec les intercommunalités et les offices de tourisme. Cette agence de l'attractivité, c'est surtout l'agence du développement, du tourisme et des territoires. Donc les intercommunalités sont vraiment nos partenaires privilégiés avec lesquels on travaille au quotidien et auprès desquels l'agence peut apporter une expertise dans les stratégies de développement touristique et économique. Henri Faucon. Si je comprends bien, vous favorisez un maillage entre les différentes structures dans le département. Absolument. Donc pour répondre à votre question, 4 départements, ingénierie et territoire, prospection et filière, promotion et communication touristique, et web et e-marketing. D'accord. Dominique Ribas. Est-ce que vous disposez d'une large autonomie pour faire ça ou est-ce que vous avez des objectifs bien précis dans certains domaines? Comment vous fonctionnez? Alors, l'agence, elle est administrée par un conseil d'administration qui donc compte 26 administrateurs. La volonté aussi, c'est de travailler dans une dimension très partenariale. Donc, 4 collèges, le collège du département et de la région, le collège des intercommunalités, je viens d'en parler, le collège des institutionnels avec les chambres consulaires et l'université, et le collège des professionnels du développement et du tourisme. Donc, tous les ans, nous travaillons sur un plan d'action que je propose, que je réalise avec les équipes, bien sûr, et qui est soumis à l'approbation de ce conseil d'administration. Donc, j'ai envie de dire que je peux travailler de manière libre pour pouvoir mettre en place les actions que nous souhaitons impulser, et bien évidemment en lien et en validation avec mes administrateurs. Malheureusement, le temps passe vite. Restez à l'écoute et dans quelques instants, nous revenons vers vous avec Cathy Fermagnan, la nouvelle directrice de Provence Attractivité Vaucluse, mais c'est pas dans cet ordre-là. Alors Cathy Fermagnan, merci d'être avec nous et puis de répondre avec beaucoup de clarté aux questions peut-être pas très claires que nous vous posons, mais vous répondez avec clarté. C'est gentil, il n'y a pas de souci, les questions sont claires également. Et donc, vous avez commencé à nous expliquer un petit peu comment vous pouvez, auprès des futurs entrants en Vaucluse, développer les atouts de ce département. Vous pouvez continuer un petit peu de nous en dire un peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est une stratégie qui peut être différente selon si on s'adresse à des investisseurs potentiels ou à des touristes. Et comme aujourd'hui, notre agence s'adresse à ces 2 grandes cibles, les actions ne sont pas forcément identiques. Sur la partie tourisme, nous travaillons aujourd'hui sur une stratégie qui s'est adaptée aux nouveaux modes de consommation des touristes, donc de plus en plus tournée sur le numérique. Donc, on continue quelques actions salon grand public, mais c'est plutôt une stratégie aujourd'hui que nous déployons notamment sur les réseaux sociaux, où nous travaillons avec des blogueurs, des influenceurs, des Instagrammeurs, pour pouvoir développer des articles sur notre département qui vont pouvoir ensuite être lus, tweetés, partagés par des communautés très actives sur le net. Donc il y a vraiment une stratégie très importante déployée sur les réseaux sociaux. Stratégie également très importante tournée vers la presse, les médias, online et également des médias plus traditionnels comme la radio, les éditions, les TV, où nous accueillons près de 130 journalistes par an
pour pouvoir aussi promouvoir notre territoire. Et les Vauclusiens là-dedans, vous avez l'impression qu'ils sont impliqués ou pas? Alors les Vauclusiens, bien sûr, se sont impliqués parce que quelque part, ce sont nos meilleurs ambassadeurs, notamment sur la partie économique. Donc on passe beaucoup de temps aussi auprès des entreprises locales parce que pour bien vendre un territoire, il faut bien le connaître. Il faut bien connaître ses atouts, il faut bien connaître les entreprises et leur savoir-faire en place. Donc on connaît, les entreprises jouent un grand rôle. Nous les sollicitons régulièrement aussi pour des paroles de dirigeants, par exemple, pour des testimoniaux sur notre site internet. Nous avons fait un film de promotion où plus d'une vingtaine d'entre elles sont également mises en valeur. Donc nous travaillons bien évidemment tout un aussi. tissu à développer. Absolument, absolument. Et concernant donc la partie attractivité d'investisseurs, nous faisons des salons, nous faisons de la veille, nous faisons de la qualification de fichiers, nous faisons des missions à l'étranger aussi, où nous allons rencontrer des investisseurs pour, alors tout le temps en faisant bien évidemment des actions qui sont ciblées. On ne part pas dans un salon comme ça, à la fleur au fusil, mais avec des prises de rendez-vous, et on choisit les entreprises en fonction des atouts économiques de notre territoire pour essayer finalement de faire concilier les besoins de développement d'une entreprise avec les atouts de notre territoire. Est-ce que vous faites des approches directes? Tout à fait, bien sûr. Comment vous procédez? C'était Dominique Ribas, pardon. On travaille aussi avec des consultants qui ont parfois des présences à l'étranger et qui ont des bases de données très constituées, fortement constituées d'entreprises, de prospects potentiels. Et par rapport à des filières qui nous intéressent, par exemple, on parle de l'agroalimentaire, c'est assez vague, mais on va regarder des activités de niche. Par exemple, on a des savoir-faire intéressants dans l'extraction du végétal, on a des savoir-faire intéressants dans tout ce qui va tourner autour de la sécurité alimentaire, dans la transformation de produits naturels, de produits biologiques. Donc là, on va regarder les entreprises qui ont des hausses de chiffre d'affaires conséquentes, celles qui sont à l'international, qui ont peut-être des filiales à l'étranger, mais pas encore en France, pour pouvoir progressivement les approcher et les contacter en direct. Vous essayez de regrouper des entreprises qui ont des technologies voisines où vous faites... Où ça a de l'importance ou... Oui, parce qu'après, il y a des effets de cluster qui sont intéressants. Vous savez, une entreprise va vouloir volontiers venir s'implanter dans un environnement où elle va trouver aussi, certes, des concurrents potentiels, mais aussi des partenaires potentiels. Donc, tout ça est également très important. En tout cas, pouvoir travailler sur des filières qui ont du sens. Par exemple, on ne travaille pas sur le secteur des biotechnologies où on n'a pas grand-chose à promouvoir dans notre département. Et un nouvel entrant, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il cherche? Alors déjà, il faut le convaincre avant de savoir. Donc, c'est lui montrer qu'on a un environnement pertinent, encore une fois, un écosystème où il va pouvoir se développer dans de bonnes conditions. Après, ça dépend. Ça peut être de la recherche et développement, ça peut être avoir des entreprises partenaires, des fournisseurs potentiels. Après, qu'est-ce qu'il va chercher? Un site adapté. Donc, c'est aussi trouver, bien évidemment, un site d'activité où il va pouvoir s'implanter, terrain à bâtir, un site immobilier, peut-être une pépinière d'entreprise. Tout dépend des besoins de l'entreprise. Il va chercher du personnel qualifié aussi. Est-ce qu'il y a des aides financières? Bien sûr, c'est une composante sur laquelle on travaille beaucoup. Donc, ça veut dire que dans votre budget, vous avez... enfin, comment ça se passe? Alors, nous n'octroyons pas d'aide en direct au niveau de l'agence. En revanche, nous travaillons avec l'État, la région, les banques, et puis les grands groupes aussi qui peuvent soutenir l'activité économique sur les territoires, des investisseurs privés, ça peut être soit pour asseoir la délivrance d'un prêt bancaire, obtenir une garantie, ça peut être aussi une start-up qui va chercher à lever des fonds pour pouvoir démarrer. Tous les secteurs en tout cas, plusieurs situations peuvent s'envisager. Il y a des outils en Vaucluse sur la levée de fonds, justement Oui, nous avons des business angels qui sont actifs. Et puis nous avons Angels. Absolument, GDA, avec lesquels on travaille régulièrement. Puis nous avons aussi des outils régionaux type PACA Investissement, PACA Émergence, qui sont aussi des fonds sur lesquels nous travaillons. D'ailleurs, doit passer prochainement un beau dossier vauclusien dans le secteur de l'investissement touristique, notamment, donc sur un fonds PACA Émergence.
Donc il y a effectivement des outils qui peuvent être sollicités pour accompagner le déploiement des entreprises. Et donc vous avez tout un panel en fait d'outils. Enfin, là, je reste au niveau financier. En fonction du besoin de l'entreprise, vous pouvez l'orienter vers telle ou telle solution. Nous faisons même des tours de table qui sont très appréciés par les investisseurs. Lorsqu'un investisseur arrive sur un territoire, plutôt que de lui éviter à frapper à de multiples portes, notre valeur ajoutée, c'est de vraiment pouvoir coordonner l'ensemble des compétences qui vont pouvoir être mobilisées pour accueillir cet investisseur. Et on sélectionne les mesures financières les plus adaptées en fonction de son cahier des charges. Et on organise un tour de table au cours duquel il présente son projet de manière unique. Et ensuite, on démarre les relations et le montage des dossiers. Mais comment ça se passe avec les autres parties prenantes, c'est-à-dire la communauté de communes, la région, etc. etc. Il n'y a pas des fois où vous vous retrouvez un peu en porte-à-faux, où vous arrivez à coordonner vos actions ? Oui, c'est un travail qui s'effectue en étroite complémentarité. Par exemple, avec les communautés de communes, nous au niveau de VPA, nous allons détecter le projet. Ensuite, ce projet, si on fait bien notre boulot, il va venir sur le territoire et c'est là où on va organiser des visites de sites. Et là, le travail avec l'intercommunalité, il est précieux parce que sur le terrain, savoir tel site, je ne sais pas moi, comment il est raccordé, quel type de réseau, est-ce qu'on a le haut débit, quelle est la caractéristique de la station d'épuration, comment ça se passe au niveau des fluides. C'est là où l'intercommunalité amène aussi une valeur ajoutée par rapport à notre expertise. Henri Faucon. Cathy Fermagnan, tout à l'heure, vous avez évoqué la concurrence entre les entreprises. Et à entendre ce que vous dites, j'ai le sentiment que le fait de regrouper un certain nombre d'entreprises crée de l'émulation. Et à ce moment-là, la concurrence, ce n'est plus un facteur de frein, mais au contraire, un facteur d'accélération, si je peux dire. Oui, je pense que de toute façon, la concurrence, c'est très rare d'être dans une situation de monopole, surtout à l'échelle d'un marché qui est de plus en plus mondial. Donc, d'avoir des activités complémentaires où les entreprises aussi, lorsqu'elles ont des hausses d'activité, vont pouvoir faire appel à de la sous-traitance spécialisée, par exemple, à des confrères. Moi, je le vois plutôt de cet œil-là, comme quelque chose de positif. Après, il ne faut pas non plus que les entreprises exercent entre elles une concurrence exacerbée, avec des rotations de personnel, du turnover trop important, où là, après, on n'est plus dans des qualités très satisfaisantes. On doit mieux parler d'émulation à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous utilisez les entreprises locales bien implantées pour attirer d'autres entreprises ? Bien sûr. Et comment vous faites ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, au travers de films de promotion, de paroles de dirigeants qui sont quelque part nos ambassadeurs. Parfois aussi, cela nous arrive lorsque l'on reçoit un prospect, qu'on pense qu'un rendez-vous avec telle ou telle entreprise peut être intéressant pour lui ouvrir un marché, par exemple, de pouvoir organiser des rencontres en B2B. Donc, vous avez un club, quelque chose qui s'apparente à ça? Non, pas encore, pas pour l'instant, mais effectivement... Vous l'avez en projet? On l'a en projet, tout à fait. Moi, je voudrais revenir sur la partie tourisme. Oui. Comment vous arrivez à concilier un tourisme qui peut être... on va dire populaire, et un tourisme élitiste, parce que la situation du département est quand même très contrastée. Justement, moi je le vois comme une richesse, avec finalement un département qui a tellement d'atouts touristiques qu'il peut finalement s'adresser très facilement à des cibles différentes. Alors, on parle, nous, de tourisme familial. Donc la cible famille, c'est clairement une cible sur laquelle on travaille. Il y a un site internet qui est dédié aux familles. Donc auprès de cette clientèle-là, on va effectivement mettre en valeur les activités de plein air, tout ce qu'on peut imaginer pouvoir faire avec une famille. Et puis on travaille aussi pour désaisonnaliser l'activité touristique. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle les ailes de saison, où là, ça sera peut-être un petit peu moins la famille qui est visée, parce qu'elle est moins disponible sur ces créneaux-là, mais plutôt le couple, les seniors. Donc différentes stratégies, différentes cibles, différents supports, différentes actions de promotion. Oui, mais en même temps, l'hiver, par exemple, il y a certaines zones du département qui sont un peu désertées. C'est sûr que l'hiver, c'est pas la saison touristique par excellence. Par contre, on essaie de travailler sur essayer d'avancer au maximum, donc faire en sorte que cette saison elle démarre dès le mois de mars et qu'elle se prolonge le plus tard possible. Alors, par exemple, nous travaillons sur la filière des sports de plein air
au niveau touristique, nous travaillons sur 3 filières principalement. Tout ce qui va toucher à la culture, avec notamment le patrimoine et les festivals, la gastronomie, les produits de terroir et tout ce qui va tourner autour de l'œnotourisme, qui est aujourd'hui aussi quelque chose qui se structure de plus en plus. Et là aussi, il y a matière à faire sur la partie désaisonnalisation. Et puis, il y a les sports de plein air, et notamment le sport phare dans ce département, qui est le vélo. Le vélo abordé à la fois sous un angle famille, cyclotourisme, on se balade sur les voies vertes. J'étais en réunion ce matin justement sur le lancement de la Via Rona, qui sera aussi une nouvelle voie et une nouvelle offre, mais aussi sur le vélo un peu défi sportif, le Ventoux, qui est quand même un lieu emblématique pour de nombreux sportifs, et également le VTT, qui aujourd'hui aussi progresse fortement avec la grande traversée du VTT qui a été mise en place il y a plusieurs années. Donc autant d'actions pour essayer aussi d'étaler au maximum l'activité touristique. Et ce n'est pas en plein été qu'on va aller faire du vélo, par exemple. Alors, restez avec nous et dans quelques instants, la suite de la tribune de Vaucluse. Vous êtes bien sur RCF Vaucluse dans la tribune du Vaucluse et nous recevons aujourd'hui Cathy Fermagnan, directrice générale de Vaucluse Provence Attractivité. Une question de Dominique Ribas. Oui, on va parler un petit peu chiffres maintenant. Donc, moi, je voudrais savoir un petit peu votre budget annuel, et puis aussi, est-ce que vous avez des objectifs chiffrés au niveau du développement, soit touristique, soit aussi du développement de l'emploi, d'implantation, etc. Si vous pouvez nous donner quelques chiffres clés là, dans ce domaine-là. Donc, le budget de Vaucluse Provence Attractivité a été présenté et voté en conseil d'administration le 1er février dernier. Il s'élève à 3 467 000 euros. Sur ce budget, ce qu'il faut savoir, c'est que près de 85% sont assurés par le département de Vaucluse, donc ce qui fait à peu près 3 millions d'euros, et 12% par les intercommunalités. Donc communautés d'agglomération et communautés de communes de ce département sont invitées également à adhérer à l'agence à hauteur d'1 euro par habitant. Et puis, nous avons aujourd'hui plus d'1 million d'euros consacrés à ce qu'on appelle au plan d'action, c'est-à-dire à toutes les actions commerciales que nous allons pouvoir mener pour assurer la promotion de ce département. Tourisme et filière d'excellence, bien évidemment, mélangées. Sur la partie résultats, alors c'est difficile d'avoir, parce que notre activité, certes, on va pouvoir travailler dans un esprit de qualité de service, mais après, on est aussi quelque part un peu tributaire de la conjoncture économique, de ce qui peut se passer. On a vu malheureusement les incidents aussi dramatiques de l'été dernier sur la fréquentation touristique. Donc, dans un tel contexte, c'est très compliqué pour nous d'avoir des objectifs quantitatifs. Il n'en demeure pas moins que sur la partie éco, en moyenne, l'agence implante une vingtaine de projets par an qui génère environ entre 300 et 350 emplois à 3 ans, nouveaux emplois à 3 ans, pour vous donner quand même une idée assez précise des choses. Et sur la partie tourisme, nous travaillons quand même beaucoup sur l'observation des fréquentations touristiques. Voilà, on observe quand même ce qui se passe tous les ans, est-ce qu'on augmente, est-ce qu'on diminue. Donc voilà, 2016, on sait que les clientèles françaises ont beaucoup progressé. Les marchés étrangers, c'est variable, c'est très variable. Les marchés étrangers lointains sont en net repli, tout comme les Belges. Et on a aussi certains marchés étrangers de proximité qui ont, eux, progressé. Voilà. Et quelles sont les tendances au niveau tourisme entre justement tourisme familial et tourisme moins familial ou plus élitiste ? 80% des clientèles touristiques vauclusiennes viennent de manière individuelle. Donc c'est vraiment quand même un tourisme tourné vers l'individuel et pas vraiment un tourisme de groupe. Et également, ce qui est important de signaler dans ce département, c'est qu'on a quand même près de 40% de clientèle étrangère. C'est très important. Nous sommes le 2e département de PACA, en valeur relative, pas en valeur absolue, à accueillir un tel volume de clientèle étrangère. Nos premiers clients étrangers, ce sont les Belges. Henri Faucon. Et alors, Cathy Fermagnan, sur le tourisme, quels sont les leviers sur lesquels vous pouvez agir ?
Alors, nous travaillons là aussi en segmentant notre activité. En Vaucluse, on a quand même un magnifique terrain de jeu pour pouvoir promouvoir nos atouts, puisque au cœur de la Provence, on le disait tout à l'heure, avec des productions emblématiques, les produits du terroir, les villes et les villages aussi qui sont très, très emblématiques, des sites naturels prestigieux, le Mont Ventoux, les Ocres, les villages tels que Roussillon, Gordes, qui ont également un cachet, les sports de plein air, le no-tourisme aussi aujourd'hui, qui est une filière qui se structure de plus en plus. Donc aujourd'hui, nous travaillons finalement sur ces différentes activités. Il faut savoir que nous avons par exemple 23 dossiers de presse thématiques, la lavande aussi, qui est un axe sur lequel nous travaillons. Et nous travaillons vraiment de manière, je dirais, assez large sur des cibles très différentes. Sur les implantations, vous avez dit environ une vingtaine d'implantations par an. Ça fait à peu près une tous les 15 jours. Il faut compter comme ça, Je compte comme ça parce que je voulais vous demander le prochain scoop. Quelle va être l'implantation dans les prochains, si vous en avez un. Alors, scoop, je ne sais pas, mais si. Oui, des bonnes nouvelles. On attend les bonnes nouvelles. On aime bien les bonnes nouvelles là, sur RCF. Alors, je vais essayer de vous en donner. Ah, c'est bien. Donc, on finalise, enfin, c'est plus que finalisé. On a par exemple un groupe français dont le siège social est en région PACA. C'est la société Tempo One, qui est donc une société spécialisée dans les prestations logistiques, qui réalise 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui compte 450 salariés, 21 implantations. Moi, ça me plaît beaucoup que cette entreprise arrive en Vaucluse parce que c'est une société qui a un management basé vraiment sur des valeurs éthiques. Par exemple, c'est une société qui dispose d'un fonds de dotation plus à venir pour aider les personnes en difficulté qui ont eu un coup dur dans leur vie. Donc voilà, qui a une démarche assez intéressante, très RSE, très sens de l'éthique, etc. Et donc cette entreprise, elle va reprendre le site fermé par XPO, ex-Norbert Introsang la Monteux. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle également, et qui va créer 60 emplois à 3 ans dans un rythme de croisière et qui va s'implanter là. Les travaux sont en cours de finalisation entre les mois d'avril et mai. Quelle est l'activité de cette entreprise ? La logistique. Donc, logistique, transport et également ingénierie et services dans ce secteur-là. Oui, j'ai un autre exemple. Puis je pense que c'est intéressant pour montrer aussi la diversité finalement des actions. Donc là, je vous ai parlé d'un groupe ETI, bien une entreprise ETI de taille intermédiaire. Voilà, au-delà de la PME. Mais nous travaillons aussi avec des projets de toute taille. Et donc, nous avons également accompagné une petite start-up anglaise qui s'appelle Savant Stories. Donc, pour ce dossier-là, nous avons travaillé en lien avec Business France, qui est une unité, donc, c'est l'État français qui dispose de 93 bureaux dans le monde, qui font de la veille sur les projets qui pourraient être intéressés pour venir s'implanter en France. Donc, nous sommes en lien avec ce réseau. Nous sommes les seuls interlocuteurs vauclusiens à bénéficier donc de ces connexions. Et donc, Savant Stories, c'est une start-up cosmétique qui fabrique notamment des savons, comme son nom l'indique, avec des ingrédients très haut de gamme, entièrement naturels, qui connaît un beau développement à Londres et qui souhaite déployer cette stratégie en France et qui a donc, avec notre accompagnement, choisi les taillades pour pouvoir développer ces activités-là et qui va générer une dizaine d'emplois à 3 ans. Cathy Fermagnan, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion ? Avec grand plaisir. Ce que j'ai peut-être pas assez expliqué aussi au travers de cette interview, c'est que le travail de cette agence, à mon avis, il n'a du sens que s'il est partenarial. Donc l'agence mène des actions, mais il y a une très belle qualité de travail sur ce territoire et je souhaiterais le souligner. Que ce soit avec les services de l'État, avec les services de la préfecture. Vous voyez, on a parlé de Tempo One, on a fait un tour de table avec les services de la sous-préfecture de Carpentras. Les investisseurs étaient séduits de voir tout le monde autour de la table, à l'écoute, avec les services de Pôle emploi, la région, tout le monde était présent, l'intercommunalité bien sûr, puisque là, en l'occurrence, c'était avec les SORG du Comtat. On a
je trouve sur ce territoire une belle capacité de travail pour se mobiliser les uns les autres. Et on a le sens de l'accueil, et au-delà de l'accueil, vraiment de l'accompagnement de l'entreprise une fois qu'on a réussi à détecter un projet. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter, pardon. Madame Fermagnan, je rappelle que vous êtes directrice de Vaucluse Provence Attractivité. Merci d'être venue infiniment. Je remercie également Henri Faucon et Dominique Ribas qui ont préparé ce dossier, ainsi qu'Olivier Monnier à la régie, Clément Leroy, qu'il m'excuse, à la vidéo. À bientôt, bonne soirée. Merci à tous.